Sur la toile des affaires, chaque vibration est une information clé car elle peut signaler une opportunité à saisir ou un risque à anticiper. Dans ce podcast, on parle affaires, stratégie et intelligence économique. Ce nouvel épisode vous sera utile pour bien positionner votre organisation sur la toile des affaires, lui permettant ainsi d'être bien informé, de sécuriser ses activités et d'influencer ses différentes parties prenantes. Je suis Eric Teya, bienvenue sur la toile des affaires. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la toile des affaires. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Emeline Strentz, fondatrice de Agence IE. Bonjour Emeline, merci d'avoir accepté l'invitation. Comment Bonjour vas-tu? Eric. Merci à toi pour ton invitation. Ça va très bien et toi? Ça va super bien. Pour information, Emeline et moi, nous nous connaissons depuis notre formation à l'école de guerre économique et nous avons même été amenés à travailler ensemble au sein de la SECE, la Société d'études et de conseil pour les entreprises. C'est aussi pour ça que nous nous permettrons de nous tutoyer durant cet épisode. Emeline, aujourd'hui, on va parler d'intelligence économique et du métier de détective privé. Oui. Emeline, pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter à nous, pour ceux et celles en tout cas qui ne te connaissent pas encore? Oui, bien sûr. J'ai 29 ans et je ne vais pas présenter tout mon CV, mais j'ai été documentaliste et community manager pendant 3 ans pour l'Appel Expert. Je ne sais pas si tu connais. C'est Non. un service de renseignement juridique pour 3 maisons d'édition, donc Dalloz, Francis Lefebvre et Éditions législatives. D'accord. Voilà, au bout de 3 ans, je me suis dit, bon, j'ai envie de vivre de nouvelles expériences. J'ai repris mes études dans le but d'intégrer l'entreprise familiale qui est spécialisée dans le domaine de l'intelligence économique. C'est la SECE, Société d'études et de conseil pour les entreprises. Ce qui fait que j'ai fait un master 1 intelligence économique à Marne-la-Vallée et ensuite j'ai intégré le MBA, donc le master 2 plutôt risque, sûreté internationale et cybersécurité à l'EGE. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai été nommée co-gérante au sein de l'entreprise, donc la SECE. D'accord. Et après 3 ans de co-gérance, j'ai fait les ARP, donc l'École supérieure d'agents de recherche privée à Paris, pour obtenir la certification de détective privé. Cela m'a permis voilà, de demander tous les agréments pour être détective privé. Et D'ac- aujourd'hui, je me retrouve avec la double casquette pour avoir, on va dire, un profil complet dans le domaine de l'investigation privée. Voilà. Intéressant. C'est-à-dire que quand tu as dirigé la société de la SECE, donc Société d'études et de conseil en entreprise, en tant que professionnel de l'intelligence économique, qu'est-ce qui a motivé, qu'est-ce qui t'a motivé pour ajouter l'accord de l'agent de renseignement privé à ton arc? De recherche privée? Oui, De recherche privée, oui. pardon. Euh, on va dire qu'après 3 ans pour développer l'entreprise, je me suis posé la question, comment me démarquer de la concurrence? Bien sûr, tout le monde, enfin, tout dirigeant se pose cette question à un moment ou à un autre. J'ai pu échanger avec de nombreux experts, que ce soit en IE, mais aussi dans le monde de l'investigation. Et je me suis dit, oui, c'est intéressant la casquette de détective privé parce que d'un côté, ça pourrait me permettre de couvrir la partie recherche terrain pour certains dossiers en IE et d'un autre D'accord. côté, élargir mon portefeuille client en répondant à d'autres types de besoins, comme par exemple les entreprises qui ont un litige et qui souhaitent lancer une procédure judiciaire. Voilà. D'accord. Pour faire un peu une brève entrée en matière, bon, certainement on en discutera plus tard, hein, on va approfondir pardon, plus tard, mais pour faire une brève entrée en matière de ce lien qu'il y a entre détective privé et experte en intelligence économique, est-ce qu'Emeline, tu veux bien nous partager, selon toi, quelles sont tes définitions, en tout cas la définition que tu donnes à l'intelligence économique et quelle est ta définition de l'agent de recherche privée?
Alors, si je devais donner une définition, pour moi, l'IE, c'est une démarche qui aide les entreprises à avoir un avantage concurrentiel et à protéger leur activité économique. Donc, grâce à la collecte, au traitement et à la diffusion de l'information stratégique. Les trois principales activités qui sont coordonnées sont la veille stratégique, les activités liées à la sécurité économique et pour finir le lobbying ou la communication d'influence. Quant au métier d'agent de recherche privé, plus communément appelé détective privé, je vais tout simplement reprendre la définition de la profession qui est inscrite à l'article L621-1 du Code de la sécurité intérieure. Cette, cette définition indique notamment que nous pouvons recueillir des informations, même sans faire état de notre qualité, ni révéler l'objet de notre mission, pour défendre les intérêts d'un tiers. Voilà. D'accord. Et quel lien fais-tu entre ces deux métiers, succinctement? Le lien, pour moi, ce serait plus sur la partie protection de l'activité économique, que ce soit pour anticiper ou gérer les risques d'une entreprise. Le détective peut aider à sécuriser le processus. Je donne un exemple tout simple, notamment dans le cadre d'audit IE. Selon l'analyse que fait l'expert en IE lors de son audit, il peut anticiper le risque d'un potentiel litige en proposant l'intervention d'un détective privé, puisque la plus-value du détective privé est de pouvoir rédiger un rapport admissible en justice. Voilà, de manière générale, il faut se dire que le détective a la possibilité d'intervenir lors d'une procédure judiciaire, donc produire un rapport à communiquer au juge, ou bien hors procédure judiciaire, donc c'est-à-dire quand il y a seulement des soupçons et que le client a besoin de renseignements pour savoir si ça vaut le coup, entre guillemets, de lancer une procédure ou pas. Donc, pour résumer, si je devais, on va dire, schématiser grossièrement la complémentarité de ces deux activités, je dirais que l'expert en IE est à même de produire des analyses stratégiques, de faire de l'OSINT, etc. Et le détective, qui est en soi une ressource, une source d'information pour l'IE, il peut apporter un plus à ces analyses grâce à la vérification et à la recherche complémentaire d'informations sur le terrain. D'accord, donc c'est vraiment une complémentarité, pardon, de recherche terrain et d'analyse grâce à des grilles de lecture également. Mm, c'est ça, c'est ça. D'accord. Après, si Euh, certains ont une autre vision, voilà, je suis toujours ouverte à la discussion. d'accord, c'est noté. Alors, pour approfondir un peu plus le sujet de cette complémentarité et aussi des différences qu'il peut y avoir, quels sont les atouts qu'on pourrait retrouver chez un professionnel de l'intelligence économique et qu'on ne retrouverait pas forcément chez un détective privé et vice-versa? Euh, bah, comme j'ai pu l'évoquer à l'instant et comme toi tu as pu l'évoquer notamment à travers la notion de grille de lecture, pour moi l'atout d'un expert en IE, voilà, c'est au-delà de l'OSINT, c'est vraiment de produire des analyses stratégiques pour les entreprises pour avoir une vision, on va dire, à moyen et long terme, notamment grâce à la grille de lecture pour avoir une vision, on va dire, holistique sur la situation. Quant au détective privé, je dirais que sa plus-value, c'est vraiment la recherche et le recueil d'informations sur le terrain. C'est vraiment la partie huminte, car il a été formé à toutes les techniques d'investigation sur le terrain. D'accord. Quels sont, selon toi, s'il y en a, hein, évidemment, les freins, les inconvénients qu'on pourrait retrouver chez un professionnel de l'intelligence économique ou qu'on ne retrouverait pas forcément chez un détective privé? Non, moi, je ne parlerai pas d'inconvénients. Pour moi, chacun est expert dans son domaine et quand ça dépasse ses compétences ou ses limites, c'est là où les deux activités peuvent travailler ensemble. D'où l'intérêt, voilà, de présenter c'est quoi l'intelligence économique, c'est quoi le métier de détective privé. Et quand un expert se rend compte que voilà, il a atteint ses limites, il sait
qu'il peut faire appel à un détective privé et vice-versa. Comment la complémentarité de ces deux casquettes peut-elle assurer la pérennité d'une organisation? Et est-ce que cette complémentarité, et du moins la valeur ajoutée qu'elle apporte, est mesurable pour le client ou l'organisation qui s'oriente aujourd'hui vers une boîte d'intelligence économique qui a aussi des compétences d'agent de recherche privé pour évaluer son retour sur investissement? Euh, alors, au sujet de la complémentarité, en fait, l'expert en intelligence économique aide les dirigeants à adopter une bonne stratégie pour être concurrentiel et à gérer les risques. Et avec comme partenaire un détective privé, il est sûr d'avoir l'information pertinente, fiable et vérifiée, car il ne se restreint pas au numérique. Et il permet notamment d'anticiper certains risques, comme les risques juridiques. Concrètement, il existe à ce jour 3 possibilités de faire travailler ensemble détective privé et analyste en intelligence économique, c'est-à-dire, première possibilité, avoir la double casquette, comme certains confrères et moi-même, faire de la sous-traitance ou tout simplement déléguer à soit l'analyste en IE, soit au détective privé. Voilà, après, pour moi, évaluer le retour sur investissement, c'est un peu... faut qu'il y ait un retour des clients en fait pour nous dire ah bah vous avez fait du bon boulot donc votre analyse nous a permis de pouvoir augmenter le chiffre d'affaires, tu vois. Peux-tu nous présenter un cas d'usage qui nécessite aujourd'hui la complémentarité de ces deux casquettes IE et agent de recherche privé? Alors moi je vais reprendre un cas d'usage que je connais bien parce que la SECE a travaillé pendant 12 ans là-dessus, enfin a proposé ses services pendant 12 ans, c'est la due diligence. Ok, Euh, Concrètement, en fait, la SECE produisait des analyses stratégiques, tout ce qui est d'accord, analyse de l'environnement, il y a aussi analyse de risque. Et le confrère détective privé intervenait pour réaliser des enquêtes de solvabilité, enquêtes de moralité, pour pour pouvoir proposer aux clients un rapport complet, mais totalement complet pour que voilà, l'entreprise puisse prendre la bonne décision, on va dire. d'accord. Et donc, ça a été un service très enrichissant en termes d'expérience pour la SCCE. Et est-ce que toi, tu as été amené à travailler sur ce cas? Avec ma nouvelle entreprise, Oui, avec la nouvelle ou bien pendant que tu étais au même sein au de... sein de Oui, la SECE, oui, je m'occupais de toute la partie OSINT, en fait, analyse stratégique OSINT pour aider le détective sur la partie réputationnelle, sur la partie enquête de moralité, en fait. Et oui, pour ma nouvelle entreprise, oui, j'ai été amenée à travailler pour compléter certaines due deals, notamment en menant des enquêtes de moralité. d'accord. Très bien. Bon, bah, je t'invite maintenant à parler, à se pencher un peu plus sur Agents E ou Agents E. Agency Agency E, E. pardon. Oui, Agency E. Pour commencer, pourquoi Agency E? Est-ce qu'il y a un sens derrière ce nom? Oui, ouais, en fait, le nom de cette agence, je l'avais déjà en tête il y a bien des années. Mais à ce moment-là, je ne savais pas que ça allait se concrétiser sous cette forme, en fait. Agency, ça vient d'une trilogie qui s'appelle D'accord. The Agency, dont l'auteur est Madame Lee. Voilà, ces romans, ce sont des romans du genre fiction historique qui relatent l'histoire d'une jeune fille d'origine asiatique qui a été abandonnée, qui a été abandonnée à Londres en pleine période victorienne. Et pour survivre, en fait, elle suit une formation pour devenir espionne. Donc voilà, c'est une trilogie, c'est une de mes trilogies préférées. Et voilà, pour moi, c'était une évidence, en fait, de reprendre ce nom-là. Et quant au E,
Cela fait référence à mon prénom. Donc Emeline. voilà, et j'ai voulu faire un jeu de mots en fait avec le IE, agency IE. Mais D'accord. bon, si c'est prononcé à l'anglaise, voilà, ça peut renvoyer notamment à la notion d'enquête numérique, tout ce qui est électronique. Ah oui, effectivement. C'est vrai que, bah, en fait, tout de suite en lisant, on a le réflexe de De dire penser, du agency moins I, pour ceux, ouais, voilà, c'est ça, pour ceux qui sont, enfin, pour les professionnels de l'IA, en tout cas tous les praticiens, quand on voit Agency E, on voit tout de suite, en fait, le lien avec l'intelligence économique. Bah, en tout cas, pour moi, c'était le cas, hein. Mais oui, quand on lit en anglais, ça peut faire référence justement au côté électronique, tout ce qui est opération électronique. électronique, ouais. D'accord. Et est-ce que tu avais, enfin, quand tu as lancé cette entreprise, cette activité, est-ce que tu avais une vision ou est-ce que tu te sentais investi d'une mission particulière en créant Agency IE? Bah, au-delà de dire je voulais défendre les intérêts des clients, j'avais vraiment envie de créer une agence qui regroupe les deux casquettes, intelligence économique et détective privé, et démontrer aux autres professionnels qu'il y avait une réelle complémentarité entre ces D'accord? deux activités. Bien sûr, et heureusement, je ne suis pas la seule dans ce cas de figure. Par exemple, il y a le partenariat entre les deux syndicats, le SYNFI et le SNARP, qui démontre qu'il y a une réelle complémentarité et que c'est l'avenir. Mm. D'accord. Et le Snap, tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors le SNARP, c'est le syndicat national des agents de recherche privée. Si je ne me trompe pas, c'est le syndicat majoritaire pour les détectives privés, dont je suis adhérente. Et voilà, c'est un peu comme le SYNFI. L'objectif, c'est de créer une certaine cohésion D'accord. au sein de la communauté de l'investigation privée, et de promouvoir en fait l'image auprès auprès d'un public assez large. Donc, c'est un peu une autorité de régulation du métier en France, si je comprends Alors bien. non, c'est pas vraiment une autorité pour réguler, c'est vraiment comme le SYNFI, c'est pour promouvoir l'image. En Ok. fait, le SNARP, c'est vraiment un interlocuteur privilégié des pouvoirs publics, en fait, pour défendre les intérêts des détectives privés. Tu vois, ça D'accord. permet à long terme d'avoir certaines prérogatives pour le détective privé. Les activités du SNAP sont limitées au territoire de la France ou il y a aussi des activités qui se font en dehors du périmètre français? Non, si je me trompe pas, c'est limité à la France parce que la carte professionnelle de détective privé est vraiment nationale. Mais après, il y a d'autres associations comme la World Association of Detectives où là, ça regroupe tous les détectives privés du monde entier en fait. D'accord, d'accord. Bon, bah, je vais fermer la parenthèse. Je sens qu'on s'est un peu éloigné de Agency E. On va revenir. On va revenir sur Agency E. Dans ton quotidien aujourd'hui, dans ton activité, quelles sont les valeurs qui t'animent et qui te permettent de rester aligné avec toi-même et de garder la tête haute en toute situation quand tu travailles avec des clients à travers Agency E? Euh, Moi, je dirais que ce serait la rigueur, la passion et la curiosité intellectuelle. Voilà, ça me permet d'avancer, de ne pas faire de surplace et d'apprendre chaque jour pour monter en puissance, pour évoluer en compétences. Quelle est la typologie de personnes et d'organisations qui font appel à tes services aujourd'hui? Alors, j'ai fait un choix de cibler uniquement les professionnels. Donc, pour D'accord, l'instant, ce sont des entreprises qui m'ont démarché, mais aussi des avocats pour des entreprises ou des particuliers. J'évite en fait, pour plusieurs raisons, d'être en lien direct avec des particuliers. Même si ça m'arrive quand ils me démarchent que j'accepte certains dossiers, mais je préfère voilà, que ce soit les avocats qui fassent l'intermédiaire entre le particulier et moi-même. Mais sinon, dans le cadre de la sous-traitance, je travaille pour des cabinets en intelligence économique ou des confrères détectives privés
qui ont besoin de déléguer, par exemple, tout ce qui est enquête numérique. Tes services et prestations sont plus proposés à des entreprises et des organisations. Et parmi cette typologie de clientèle, est-ce que aujourd'hui tu saurais définir quels sont les besoins qui reviennent le plus souvent? Alors, pour l'instant, je n'ai pas vraiment de récurrence à proprement parler, comme j'ai ouvert seulement en janvier l'entreprise. D'accord. Mais j'ai eu des demandes au sujet de la déloyauté d'un salarié, sur l'escroquerie, problème de succession, révision de la prestation compensatoire. Donc là, c'est vrai que je débouche sur les particuliers, mais il y a aussi enquête de moralité pour des due diligence. Voilà. Tu proposes des prestations pour les professionnels, des avocats, des entreprises, des organisations. Euh, Comment tu procèdes aujourd'hui à partir du premier contact jusqu'à la fin de la mission? Donc en fait, la première étape, c'est je recueille les besoins pour pouvoir établir un devis personnalisé avec un contrat de prestation qui est pré-rempli. En parallèle, je transmets la fiche renseignement qui doit être remplie par le client pour avoir toutes les informations nécessaires au sujet de la cible, avec bien entendu des photos sur la personne, etc. Et bien sûr, le document est confidentiel. Ensuite, si c'est validé et si l'acompte est versé, donc je demande un acompte de 40%, je commence la mission et je tiens à informer le client tout au long de l'enquête. Euh, voilà, je tiens à informer l'état d'avancement sur une plateforme de discussion sécurisée. Et ensuite, D'accord. dès que j'ai terminé les investigations, je demande le règlement du solde de tout compte pour que je puisse envoyer le rapport d'enquête, un rapport admissible en justice, ou alors une lettre d'information si c'est hors, hors procédure judiciaire, avec s'il y en a, enfin s'il y a des déplacements, bah, une facture de frais de déplacement. Pour reprendre un peu l'exemple que tu avais mentionné tout à l'heure, en termes de mission qui peut revenir souvent, c'est-à-dire l'exemple de la déloyauté d'un salarié, combien de temps en moyenne peut durer ce type de mission? Et éventuellement, si ce n'est pas confidentiel, quel est le panier moyen pour accompagner un client sur ce type de mission? Donc en fait, c'est très variable. C'est vraiment en fonction de ce que je peux trouver comme renseignement, comme information, mais aussi c'est vraiment en fonction des objectifs et de la problématique de l'affaire. Cela peut durer 2 jours, 2 jours, comme 2 jours d'enquête numérique, comme c'est le cas par exemple pour une affaire actuelle que je mène avec un confrère. Mais ça peut durer 5 jours, répartis sur 2 semaines, comme ça a été le cas pour mon dossier sur la déloyauté du salarié. Donc c'est vraiment variable. C'est à discuter avec le client en fonction de son objectif, en fait. D'accord? Et pour le panier moyen, bon voilà, c'est vraiment en fonction de la durée de la mission, mais moi je propose un forfait. C'est 500 € hors taxe la journée, donc une journée de 8 heures, sans compter les frais de déplacement. Donc le D'accord. déplacement vraiment inhérent à la mission. Est-ce que tu as des préférences et des limites en matière de secteur d'activité ou de sujets à traiter? Alors, les préférences, bah, ça serait vraiment en lien avec l'intelligence économique, tout ce qui est gestion des risques. Après, pour le côté détective privé, euh, ce serait tout ce qui est concurrence déloyale, déloyauté du salarié. euh, et à mes limites, ce serait certains dossiers pour les particuliers, certaines D'accord? demandes, comme ça a été le cas pour problème de succession, où j'ai eu D'accord?
j'avais besoin de plus de temps en fait pour traiter cette demande parce que c'était vraiment la première fois pour moi que je recueillais que je devais recueillir ce type de besoin en fait. D'accord. Et tu as des critères pour approfondir peut-être un peu plus la question. Si, est-ce que tu as des critères de refus catégorique d'une mission en intelligence économique, que ce soit en intelligence économique ou la recherche privée, hein, d'ailleurs? Alors, c'est vraiment toutes les demandes illégales, euh, comme piratage informatique ou poser des caméras espions. J'ai déjà eu ce genre de demande et voilà, j'ai dit non, tout simplement. Quel est le cadre réglementaire du métier d'agent de recherche privée aujourd'hui en France? Et quelle est la frontière entre la recherche privée et l'intelligence économique en termes de législation aujourd'hui? Alors, le détective privé est très encadré par le Code de la sécurité intérieure, qui D'accord? comprend notamment un code de déontologie. Donc, nous avons quelques prérogatives, mais surtout des obligations pour notamment que le rapport soit admissible en justice. Nous devons obtenir toutes les accréditations délivrées par l'État, euh, un organe qui est le CNAPS, donc le Conseil national des activités privées de sécurité, et qui est sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Voilà, le CNAPS nous délivre euh, la carte professionnelle de détective privé que nous D'accord? devons renouveler tous les 5 ans à l'issue d'une formation continue. Ensuite, l'agrément en tant que dirigeant d'une agence d'investigation et enfin une autorisation pour notre agence d'enquête privée. Donc ça, c'est pour le côté détective privé et pour l'intelligence économique, en fait, bah, c'est une activité qui, à ce jour, n'est pas réglementée. D'accord. En termes d'intelligence économique, il y a néanmoins des règles, des règlements, en tout cas des propositions de loi. Aujourd'hui, je pense que il y a eu la proposition de loi de Madame Lienemann et de Jean-Baptiste Lemoyne pour apporter un cadre réglementaire à l'intelligence économique aujourd'hui. Après, il y a également quelques règlements aussi à respecter, notamment tout ce qui concerne la vie privée. Et oui, aujourd'hui en France, on ne peut pas dire qu'il y ait un code de l'intelligence économique comme il existe pour la cybersécurité ou un cadre réglementaire qui régit justement le métier comme il est déjà pour les agents de recherche privés. Mm, c'est ça. Donc tout à l'heure, tu parlais du code de déontologie. Où est-ce qu'on pourrait le retrouver, ce code de déontologie? Alors oui, il y a un code de déontologie qui se trouve dans le code de la sécurité intérieure, dans la partie réglementaire. Donc il y a 31 articles à respecter. Ça va de l'article R631-1 à l'article R631-31. Et voilà, de manière générale, que ce soit en matière de confidentialité, secret des affaires, respect des lois, etc., ce sont des articles que nous devons respecter au quotidien. Emeline, est-ce qu'il y a des prérequis pour être un client de Agency E? Est-ce qu'il y a des cases à cocher? Non, en soi, non. Tant que la demande est légitime et légale, non, il n'y a pas de prérequis. D'accord. Et qu'est-ce que le client devrait savoir avant de s'engager avec toi pour une mission d'intelligence économique et ou de renseignement privé, ou de recherche privée, pardon. Que je ne suis pas, on va dire que je ne suis pas Wonder Woman. Je reste, D'accord. je reste un humain. Voilà, j'essaye de me surpasser chaque jour. Mais voilà, il faut se dire que occasionnellement, je dors la nuit parce que j'ai eu un client où il m'envoyait des messages à 1 heure ou à 2 heures du matin pour D'accord. Ah oui, quand même. savoir comment évoluer la mission. Donc voilà. Tes prestations sont plus orientées pour des organisations. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu proposes comme garantie de retour sur investissement? Alors, en tant que détective privé, nous avons une obligation de moyens et non de D'accord? résultats. Ça, malheureusement, il y a souvent des clients qui ne comprennent pas
le fait que certaines missions, bah, c'est compliqué d'affirmer dès le départ qu'il y aura des résultats. Euh, et surtout quand le client ne veut pas ou n'a pas forcément le budget pour renouveler le contrat afin de prolonger les investigations. Donc, la seule promesse que je peux faire, c'est que je vais tout mettre en œuvre pour mener les investigations. Et ce que je peux garantir à minima, c'est d'avoir des pistes de réflexion pour approfondir plutôt dans telle ou telle direction. Très bien. Donc, je te propose maintenant de parler des idées reçues sur le métier. Comme l'intelligence économique, il y a des idées reçues sur le métier d'agent de recherche privé. Certaines sont vraies, certaines sont fausses. Donc, Emeline, aujourd'hui, quelles sont les 5 idées reçues que tu entends le plus souvent et quelles sont celles qui sont vraies ou celles qui sont fausses? Alors, la première idée reçue que j'entends le plus souvent, c'est que un détective privé, c'est un métier vieillot euh, qui n'existe plus, avec une personne qui porte un chapeau et un trench coat. Voilà, donc bien sûr, bon, c'est faux, hein. Ensuite, le détective privé est forcément un homme. Bon, là, D'accord, je vais pas dire si c'est vrai ou faux parce que il y a un exemple concret actuellement. Et le détective privé ne s'occupe que des missions d'infidélité, ce qui est faux. d'accord, C'est très, très large en fait. Tout ce qui est problème de succession, garde d'enfants, euh, recouvrement de créances. Euh, il y a tellement de choses pour les particuliers, pour les entreprises aussi. Donc non, on ne s'occupe pas que des missions d'infidélité. c'est Et vrai que, sans vouloir te couper, c'est vrai il y a aussi cette dimension où tous les documents que vous fournissez sont recevables en justice. Donc, tout ce qui concerne aussi les fusions-acquisitions et d'autres opérations entre entreprises rentre en ligne de compte. ouais, c'est ça. D'accord, je te laisse continuer. Ensuite, l'avant-dernière idée reçue, c'est détective privé et forcément armé, euh, ce qui n'est pas le cas. Il faut avoir bien sûr l'autorisation pour porter une arme D'accord, et c'est rare. Et puis, dernière idée reçue, détective privé résout des affaires de meurtre comme Sherlock Holmes. Ce qui n'est pas le cas puisque tout ce qui est meurtre, donc c'est volet pénal, et le volet pénal, c'est uniquement pour les forces de l'ordre, donc la police et la gendarmerie. d'accord. Donc, un détective privé ne peut pas opérer sur une mission d'enquête criminelle. Non. D'accord, Après, c'est bon à savoir. après, pour le volet pénal, il peut intervenir en amont, c'est-à-dire proposer des enquêtes préalables, enfin une enquête préliminaire pour aider les forces de l'ordre, mais c'est vraiment pour des dossiers bien spécifiques. Et puis, il faut avoir l'accord de la police ou de la gendarmerie, comme tout ce qui est, comment ça s'appelle, violence conjugale, euh, escroquerie, donc porter plainte, etc. On peut penser parfois à tort hein, ou à raison qu'il y ait une difficulté à séparer le détective privé de l'espion. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des différences ou des points communs entre le détective privé et l'espion des services de renseignement? Alors, les points communs, je dirais que ce serait tout ce qui est le sens de l'observation, la capacité d'adaptation, la patience, la discrétion, la loyauté. Et pour les différences, je pense que c'est au niveau du type de mission et aussi la typologie de clients et tout ce qui est recueil de l'information, puisque l'espion, voilà, c'est principalement du recueil clandestin de l'information. D'accord. Et en ce sens-là, le détective privé ne peut pas recueillir de l'information clandestinement? Non, il faut que ce soit légal. Il faut respecter le cadre juridique.
Ensuite, la proportionnalité de l'investigation, respect à la vie privée, euh, et il faut que l'information, enfin le recueil de l'information soit loyal, qu'il n'y ait pas de stratagème. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on ne peut pas se faire, on ne peut pas créer une légende complète comme un espion pourrait le faire. On ne peut pas créer une légende complète avec carte de visite ou création d'entreprise, etc., pour obtenir une information en vue de défendre notre client. Emeline, passons maintenant aux questions des internautes, sur le métier d'agent de recherche privée. La première question, c'est comment savoir qu'on est suivi par un détective privé? A-t-on le droit de savoir l'objet de sa mission si elle nous concerne? Et est-ce que la loi prévoit ou bien nous propose-t-elle des dispositions ou leviers pour ne pas se retrouver dans une situation délicate à la suite de cette mission? Alors, comment savoir? En fait, seules les personnes qui ont des choses à se reprocher pourraient avoir le sentiment d'être suivies par un détective privé, en fait. Bien sûr, la personne qui pense être suivie peut faire appel à un détective privé pour faire de la contre-filature, par exemple, pour savoir si elle est suivie. Mais bon, dans la majorité des cas, les personnes ne se rendent pas compte qu'elles sont suivies, surtout si nous, en tant que professionnels, on réalise des filatures à bonne distance, si on est assez discret pour se fondre dans la masse. Pour la partie a-t-on le droit de savoir? Euh, non, par l'intermédiaire de l'article L621-1 du Code de la sécurité intérieure. En fait, dans la définition même de la profession qui indique que nous pouvons recueillir euh, des informations même sans faire état de notre qualité ni révéler l'objet de la mission. Donc on est à même de dire non, on ne révèle pas l'objet de la mission en fait. Par exemple, il peut arriver que bah, on soupçonne une personne d'être un détective privé. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des leviers pour ne pas se retrouver dans une situation délicate? En fait, il y a, il y a deux cas de figure. Ok, Soit il y a une procédure judiciaire. Donc d'accord. là, la cible qui pense être suivie, bah, elle aura toutes les informations nécessaires en temps voulu. En fait, elle aura les coordonnées du détective privé via l'avocat, quand il va recevoir toutes les pièces justificatives. Mhm. Donc là, il n'y a pas en soi, il peut faire appel et dire bon, bah, je ne suis pas d'accord avec le rapport du détective privé parce que voilà, il faut qu'il apporte lui-même les preuves ou les éléments de preuve. Mais pour tout ce qui est hors procédure judiciaire, bah, honnêtement, il y a pas, enfin, pour moi, il n'y a pas de levier, quoi. Imaginons par exemple, tu rentres chez toi le soir et tu remarques quelqu'un au bout de la rue qui te prend en photo. Et tout de suite, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il me prend en photo? Un peu dans le cliché qu'on a du détective, avec son chapeau, ses lunettes qui te prend en photo caché derrière un bâtiment. Tiens, est-ce que dans cette situation-là, tu peux faire quelque chose? Bah, en soi, euh, premier cas de figure, tu vas directement voir la personne, le détective, pour demander oui, vous êtes qui, qu'est-ce que vous voulez, tout ça. Donc Mhm, là, le détective, comme ça a été le cas dans un reportage, le détective dit bah non, euh, il invente un bobard en fait. Il a déjà un scénario en tête. Il dit bah je suis X, je sais pas, je prenais en photo quelque chose derrière vous, donc vous avez rien à craindre ou je sais pas quoi, etc. Et donc là, tu peux laisser couler. Sinon, autre cas de figure, c'est tu n'inventes, tu n'as pas de scénario en tête.
Du coup, tu dis, bah, je suis détective privé, vous verrez en temps voulu quand il y aura l'audience ou je sais pas quoi. Mais bon, ça, c'est un peu plus délicat. Mais en soi, il n'y a pas vraiment de levier. D'accord. Enfin, je veux dire, des dispositions, enfin, quelles seraient les dispositions? Je sais pas, tu vas porter plainte. Tu vas porter plainte, Ok. enfin, tu fais une main courante, mais ça sert à rien. Je veux dire, tu dis, ouais, je pense être suivi par un détective, tout ça. Bon, le policier, il va prendre ta main courante et puis basta. Oui, c'est vrai qu'il y a peut-être peu de chances que l'enquête aboutisse. Bah oui, c'est ça, parce que dans le meilleur des cas, il va faire une enquête, il va te contacter, enfin, il va contacter le détective, il va dire, bon, bah, j'ai ma carte professionnelle, je suis tout à fait en droit. Article S621-1, je peux recueillir l'information sans faire état de ma qualité ni révéler l'objet de la mission. Je suis tout à fait en droit. Donc, c'est quoi le problème, quoi? Tu vois? Donc, c'est pour ça que j'ai un peu de mal avec cette question parce que euh, c'est soit tu es en procédure judiciaire, donc oui, tu as un levier. Si tu es en procédure judiciaire, ça veut dire que tu reçois le rapport du détective privé et du coup, tu vas voir ton avocat, tu dis, bon, ce qu'il a dit, le détective, dans son rapport, c'est totalement faux parce que j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, il a inventé, c'est un mytho, blablabla. Mais dans ce cas-là, il faut qu'il ait les preuves nécessaires pour dire le détective a menti. Tout à fait. Là, tu peux, voilà, tu peux faire appel, mais sinon, hors procédure judiciaire, c'est un peu compliqué, donc c'est tout. Question numéro 2. La différence entre détective privé et intelligence économique se trouve-t-elle seulement au niveau de la loi? Et en quoi le métier de détective privé se différencie de l'espion? Alors, comme je l'ai évoqué précédemment, en fait, c'est tout simplement la législation française qui permet de différencier tout ça, mais aussi au niveau de la typologie des clients. L'IE, c'est principalement pour les entreprises. Alors que détective privé, cela peut être pour les collectivités territoriales, les entreprises, mais aussi pour les particuliers. Troisième et dernière question, c'est de savoir, sachant que en fait, faire des recherches sur une personne physique relève de l'intrusion dans la vie privée et du coup, c'est un peu la limite entre l'intelligence économique et le détective privé. Est-ce que un professionnel de l'intelligence économique a le droit de faire une due diligence sur une personne physique? Dans quelle limite? Concernant la due diligence sur une personne physique, en fait, par exemple, dans le cadre d'un processus de recrutement, il faut avoir l'accord du candidat ou de la personne cible pour pouvoir mener une enquête, en fait, une investigation, une due diligence sur lui. Dès qu'on a son accord, voilà, on peut mener une enquête numérique, complétée par une enquête terrain pour proposer un rapport complet à notre client. Pour ce que j'avais compris quand on discutait aussi en off, c'est que le consultant en intelligence économique n'a pas les autorisations nécessaires pour faire de la surveillance ou de la filature, à la différence de l'agent de recherche privé. Voilà, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est tout ce qui est enquête terrain, donc filature et surveillance, c'est vraiment, ça rentre vraiment dans le cadre du métier de détective privé. Et c'est pour D'accord. ça d'ailleurs que le SINFI avait publié un communiqué en juin 2023 pour bien Oui, je m'en différencier souviens. les deux activités. On touche à la fin de l'épisode. Est-ce qu'Emeline, tu aurais un dernier mot à nous partager pour conclure l'épisode, par exemple, nous partager ton mantra au quotidien, dans ta vie personnelle comme au travail. Quel est ton dernier mot pour l'épisode? Un petit mantra, oui, alors, petit clin d'œil à mon père en fait, bah, c'est entraînement difficile, guerre facile. Voilà, c'est ce qu'il me répète tous les jours et oui, ça permet de me motiver quoi. C'est vrai que c'est très inspirant. Ouais. Très bien, je me le note quelque part. Je pense que ça va me permettre de m'inspirer aussi souvent quand je manque de motivation. Ouais, ouais.
Très bien. Bon, écoute, Emeline, merci beaucoup. Merci beaucoup Merci à toi. pour avoir accepté de participer à cet épisode de la Toile des Affaires. Je te dis à très bientôt. Et pour les personnes qui souhaitent te contacter dans le cadre d'une mission ou pour d'autres échanges liés à ce sujet, je mettrai, si tu veux bien, tes coordonnées en description de l'épisode. Et je te dis à très bientôt Merci. pour discuter de tout et de rien. J'espère que cet épisode vous aura été utile. Si c'est le cas et que vous l'avez apprécié, je vous invite à réaliser 3 actions. La première, c'est de lui laisser une note selon votre plateforme d'écoute. La seconde est de partager votre avis en commentaire. Et enfin, la troisième est de partager l'épisode avec ceux et celles pour qui il sera également utile. Ces actions aideront le podcast à se faire connaître et me permettront de connaître votre point de vue sur le sujet. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine, portez-vous bien et à très bientôt pour un nouvel épisode.